Naël Abdallah, médecin généraliste à la CNSS. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui d'être présent parmi vous et participer à cette journée scientifique sur la Covid. Je tiens à remercier les organisateurs et les invités pour leur présence. Sans plus tarder, ma présentation portera sur les aspects cliniques du Covid, suivi des perturbations biologiques qui sera présenté par mon collègue Dr Mahad. Donc, la Covid, c'est plus de 35 millions de cas dans le monde et plus d'1 million de décès. Les États-Unis étant le premier pays le plus touché avec plus de 7 millions de cas de contamination et plus de 200 000 cas de décès. Sur le plan national, donc la situation semble être stable depuis quelques mois. Nous avons en effet réalisé plus de 77 000 tests, et cela représente plus de 7 fois pour une population de 1 million en comparaison avec notre voisin l'Éthiopie. Nous avons quand même eu 5 400 cas de Covid-19 et avec un taux de mortalité de 1,13 versus 1,60 avec notre voisin l'Éthiopie. En raison du manque de données, nous avons voulu faire une comparaison avec les autres pays frontaliers, mais nous n'avons pas pu le comparer en raison de ce manque de données. Donc, je passe maintenant à la transmission. Donc, il faut savoir que le Covid-19 se transmet plus facilement que ses prédécesseurs, c'est-à-dire le SRAS et le MERS-CoV. Donc, nous avons ici, il existe en effet deux modes de transmission principalement. Par la voie de gouttelettes dispersées dans l'environnement par la toux et par l'éternuement qui sera inhalé par une personne lambda, soit de façon intermédiaire, c'est-à-dire le contact manuel de sécrétions déposées sur du matériel. Concernant la transmission par les muqueuses, donc elle n'est pas fréquente, mais les quelques cas de série des cas de patients avec Covid-19 étudiant les sécrétions conjonctivales montrent de très faibles prévalences. Donc nous avons ici quelques exemples avec des études faites en Chine principalement. Concernant la transmission par les selles, une revue systématisée avec méta-analyse réalisée par une équipe chinoise rapporte une détection dans les selles de plus de 48% des cas, mais l'OMS a conclu que la voie féco-orale ne semble pas être une voie de transmission, donc, mais son rôle reste à déterminer. Il faut parler bien sûr de la transmission in utero. Donc la possibilité de cette transmission concernant les coronavirus elle est faible et n'a pas été observée dans les épidémies précédentes. Donc au début de la pandémie, les chercheurs montraient des inquiétudes. Ils pensaient que la transmission materno-fœtale était possible sur la base de l'augmentation des IgM et des IgG et des valeurs de cytokines chez les nouveau-nés, dans le sang de nouveau-nés, mais cependant, la RT-PCR n'a pas permis de confirmer la présence du matériel génétique chez le nouveau-né. Donc, toujours dans la transmission, une équipe américaine basée à Hamilton a pu étudier la viabilité du SARS-CoV-2 en conditions expérimentales. Donc, ils ont remarqué que le virus peut survivre pendant près de 72 heures sur des surfaces telles que le plastique et l'acier inoxydable, et près de 48 heures sur le carton et près de 4 heures sur les surfaces contenant du cuivre. Ils ont pu également étudier la viabilité du virus dans les aérosols, qui est d'au moins 3 heures avec une demi-vie de 1 heure et 10. Donc maintenant je passe dans la partie de cette présentation qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les aspects cliniques. Donc cette infection semble évoluer en 3 phases. La phase d'incubation, suivie de la phase symptomatique ou asymptomatique, puis une phase d'aggravation ou la guérison. Donc, rappelons que l'incubation, c'est la période entre la contamination et l'apparition des symptômes cliniques.
Donc elle varie, comme on la montre sur cette plaque, selon les études, mais elle est globalement entre 5 et 6 jours. Donc, comme je l'ai dit, la phase d'incubation est suivie d'une phase asymptomatique. Donc, nous avons ici les patients asymptomatiques, par définition, ne présentent pas ou présenteraient des signes et des symptômes. Donc, ici, nous avons une étude chinoise publiée par le Centre de contrôle de maladies et de prévention chinoise concernant 72 000 cas de patients positifs avec un pourcentage de 1%. Au début de la pandémie, le Japon déplorait plus de 30,8% de patients asymptomatiques et sur le navire de Diamond Princess, le navire de croisière, près de 18%. À la CNSS, sur les patients dépistés et pris en charge au niveau de notre centre de soins, nous avions eu près de 39% de cas asymptomatiques. Il faut retenir dans cette plaque que on n'a pas retrouvé des facteurs spécifiques identifiés pouvant expliquer ces formes asymptomatiques. Et une dernière méta-analyse récente qui date du 22 septembre 2020, portant sur plus de 94 études, a montré que qu'entre 17 et 25% des individus infectés par ce virus resteront asymptomatiques. Donc le patient, ou bien il sera asymptomatique, ou bien développera les signes cliniques. Donc, au début, nous avons eu des signes cliniques dits typiques ou initialement décrits, tels que la toux, la fièvre, l'asthénie, la dyspnée et les myalgies. À gauche, nous avons les signes cliniques dits atypiques ou non décrits initialement, à type de signes neurologiques, ORL, cardiologiques et dermatologiques. Donc, ici, nous avons une étude, une étude faite par Placé, et c'est une équipe française en fait, qui étudiait les caractéristiques cliniques de l'infection SARS-CoV-2. Donc, ils ont noté sur 3 séries chinoises que la fièvre était le symptôme le principal symptôme chez presque 90% des patients, suivi de la toux et expectoration et la dyspnée. Sur une autre série française, la toux était au premier horloge avec plus de 50% des cas, suivi de l'anosmie et la glucine, donc près de 40%. Et notons sur cette plaque, dans cette série, que la fièvre ne représentait que 15% des cas. Là, on a une série algérienne réalisée par Ketfi. Donc là, le motif fréquent était une asthénie dans 80% des cas, avec suivi de la fièvre et de la toux. Dans cette série new-yorkaise publiée dans le New England Journal of Medicine, nous avons la toux dans 79% des cas et la fièvre dans 77%, suivi de la dyspnée dans 56% des cas. Dans une étude réalisée chez nous à la CNSS, c'était une étude transversale allant de fin mai à fin septembre, portant sur près de 111 patients. Nous avons remarqué que c'était des patients hospitalisés. Donc, nous avons remarqué que la dyspnée était le motif principal, le motif clé de motif de consultation. Donc 83%, suivi de la toux, de l'asthénie. Notons ici également que la fièvre ne représentait que 40% des cas. Dans une autre méta-analyse réalisée par Sun, portant sur 10 études, soit 50 000 patients, nous remarquons également que la fièvre était au premier horloge. Donc, en résumé, ce tableau récapitulatif nous permet en fait de noter le polymorphisme des signes et des symptômes de cette infection. Une question se pose pour nos spécialistes et infectiologues et virologues. Donc,
est-ce que c'est dû à la mutation de ce virus ou bien est-ce que c'est dû au matériel génétique d'une population qui change d'une population à une autre. Donc, comme je l'ai dit, il y a 3 phases. La phase d'incubation suivie de la phase symptomatique et d'une phase d'aggravation. Donc ici, le dyspnée était le symptôme clé dans l'évolution de cette phase. Donc ici, dans cette étude de Wang, publiée dans Lancet, on remarque que 92% des patients hospitalisés en soins intensifs présentaient la dyspnée versus 37%. La dyspnée était un symptôme clé dans l'atteinte respiratoire dans l'étude de Guan. Donc, comme l'a dit ma collègue Dr Wahbia, cette infection est une maladie multisystémique donc, qui touche à presque tous les organes. Donc, on va parler ici de l'atteinte des manifestations cardiologiques. Donc, nous savons que depuis longtemps que les virus, l'épidémie au virus touche au système cardiovasculaire. Donc, on connaît aussi que les coronavirus avaient un tropisme cardiovasculaire. Donc ici, dans un rapport publié par Langbrit, révèle que qu'entre 7 et 17% des patients hospitalisés et qu'entre 22 et 31% des patients hospitalisés en soins intensifs présentaient une myocardite aiguë. Et cette dernière serait mise en cause dans près de 7% de décès liés au Covid. Concernant le syndrome coronarien aigu, des auteurs italiens ont décrit des cas de syndrome coronarien sans obstruction des artères.